Reparlons un peu maintenant de votre rôle d'historienne. Il est intéressant de se poser la question, quel est le rapport de l'historien avec sa foi? Est-ce que lorsque vous, par exemple, ou vos collègues, lorsque vous décidez de vous pencher sur une question précise, est-ce que vous décidez de mettre au placard peut-être cette foi pour être en totale objectivité? Oui, c'est important pour les historiens de ne pas faire une histoire dite confessante, qui est l'histoire faite par des religieux et qui est fondée justement sur des postulats qui sont des postulats de croyance. Ce qu'essaient de faire les historiens des religions, c'est de partir justement de sources qui vont ensuite être interprétées selon les méthodes de l'histoire. Éléonore Seller vient de parler de la paléographie. C'est une des méthodes, de même que la codicologie, l'étude du manuscrit en tant qu'objet. Ce sont des méthodes qui sont utilisées par les historiens pour faire parler d'une certaine manière les sources. Et c'est pourquoi aussi le travail des historiens est un peu sans fin, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de reprendre l'interprétation pour être au plus près d'une vérité. Et c'est cela le travail que nous essayons de réaliser. Et ce que je trouve intéressant dans votre plateau d'aujourd'hui, c'est aussi le fait que nous sommes deux historiennes. Alors qu'est-ce que ça change d'être historienne pour parler des religions? C'est important parce que souvent les religions ont fait une place subalterne aux femmes et les commentaires qui ont été faits des textes sacrés l'ont été par des hommes très largement jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ça n'est qu'à une période très récente que quelques femmes ont commencé à interpréter les textes des traditions religieuses. Et de même, ce sont majoritairement des historiens hommes qui se sont intéressés à l'histoire des religions. Si l'on regarde sur un petit peu de profondeur, on voit que les historiennes sont entrées sur ce terrain de manière assez récente. Alors, qu'est-ce que cela change? Cela change sans doute dans le fait que souvent les historiennes vont être plus sensibles à la présence des femmes ou à la manière dont on a parlé des femmes dans les religions. Éléonore Seller, vous êtes du même avis? Est-ce que vous pensez que les femmes apportent peut-être une sensibilité qu'un historien ne peut pas avoir lorsqu'on parle notamment de religion? Je dirais au point de vue du manuscrit, la femme a une sensibilité différente. Laquelle? Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de codicologues sont des femmes. Du moins, dans le domaine médiéval, on observe que beaucoup de femmes se tournent vers l'étude de la matérialité du manuscrit. Donc je pense que le fait d'être une femme peut apporter quelque chose à l'étude du manuscrit. Racontez-nous maintenant, lorsque vous travaillez avec ces supports précieux, il faut le dire, qui sont essentiels pour comprendre les traces, se remettre du moins sur les traces d'une religion, comment ensuite on travaille à conserver peut-être cette trouvaille? Alors la conservation des manuscrits, finalement, elle est liée à plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que les manuscrits ont été copiés sur un support de qualité, qui est le parchemin. Le parchemin, alors je vous ai apporté un exemple. Le parchemin, c'est de la peau d'animal et c'est un support qui est très solide. Donc ça explique pourquoi aujourd'hui on a conservé des manuscrits. Après, il faut penser que ces manuscrits ont été lus et ont été entretenus pendant des siècles, jusqu'à une période finalement très récente. Vous pouvez nous le montrer? On va un peu essayer de comprendre avec vous, on a de la chance de vous avoir, comprendre un peu comment vous fonctionnez. Alors lorsque vous découvrez un manuscrit qui a peut-être des centaines d'années, alors voilà. La première étape, c'est donc le support. Le support du manuscrit, c'est du parchemin. Le parchemin, c'est de la peau d'animal. Et là, je l'ai coupé à la dimension des manuscrits, de la plupart des fragments qui remontent au premier siècle de l'islam. Donc, il faut imaginer qu'on a, ici, on a 2 feuillets. Quand on prend le livre ouvert, on a à peu près 7 dimensions. Il faut imaginer que les exemplaires complets, après ça dépend de la taille des écritures, mais les exemplaires complets comportaient presque 200 feuillets. Donc on a réellement des volumes. Et ce format correspond au plus ancien manuscrit. Par la suite, on a des manuscrits qui
utilise le parchemin à outrance et on se retrouve face à des volumes où un feuillet correspond à une peau entière d'animal. Et donc, on est face à des volumes qui sont finalement des monuments. Quand vous nous parlez de volumes qui sont des monuments, est-ce que vous avez un exemple peut-être d'un manuscrit qui a été trouvé dans un certain pays avec une taille peut-être assez impressionnante? Oui, on a justement plusieurs manuscrits, mais un qui est particulièrement connu, qui se trouve au Caire et qui est aujourd'hui quasiment complet, avec plus de 1000 feuillets et qui pèse 80 kilos. Est-ce que vous avez été amené à travailler sur des supports comme ça assez impressionnants, inédits? Alors moi, j'ai travaillé sur des manuscrits et je continue à travailler sur des manuscrits plutôt de la tradition chrétienne syriaque, qui ont des manuscrits à la fois enluminés et puis des manuscrits sans décoration. Et on a également des manuscrits absolument énormes. Je pense en particulier à un manuscrit contenant des homélies par un auteur qui s'appelle Jacques de Sarrouk, qui est un auteur syriaque du VIe siècle, dont les écrits ont sans doute eu une influence aussi sur le Coran, parce que Jacques de Sarrouk était impliqué dans la vie des églises chrétiennes qui se trouvaient en Arabie avant l'islam. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux pour essayer de voir dans quelle mesure les œuvres composées par Jacques de Sarrouk ont pu avoir un écho dans le Coran. On essaie de faire des rapprochements. Et ces œuvres de Jacques de Sarrouk sont conservées aussi dans des manuscrits absolument énormes, très, très grands et très beaux, qui étaient des manuscrits de prestige, puisque, comme Éléonore Sellard le soulignait, on a besoin de beaucoup de peaux. Donc ça veut dire des troupeaux entiers, en fait, qui ont été sacrifiés pour que les peaux soient utilisées ensuite pour être écrites. Alors elles sont traitées bien évidemment avant, puisque vous avez vu qu'on a une qualité exceptionnelle du parchemin qui est très lisse, qui est plus ou moins blanc ou plus ou moins jaune, parfois avec des accidents aussi dans la peau, là où on a des trous de la peau d'origine. Mais c'est ce qui fait le côté vivant aussi du manuscrit. Et chaque manuscrit aussi est unique. C'est-à-dire qu'il a été copié par un copiste et il est différent d'un autre manuscrit copié par le même copiste ou par un autre à une certaine distance dans le temps ou dans l'espace. Et donc c'est ce qui fait aussi le côté très, très passionnant de l'étude des manuscrits, c'est ce côté-là unique. Alors, vous nous avez expliqué toutes les deux un peu quel était votre rôle, un peu comment on parvenait à trouver ces manuscrits, comment on les conservait. Maintenant, une fois que vous vous plongez dans ces manuscrits, est-ce qu'il est déjà arrivé, parce que vous n'êtes pas la seule finalement à les consulter, ces manuscrits, est-ce qu'il y a des divergences entre les historiens finalement, une fois que vous en arrivez à vos conclusions? Je pense que déjà le fait que les manuscrits ne soient ni datés ni localisés, ça crée évidemment des controverses. Les historiens ne sont pas d'accord sur la date, ne sont pas d'accord sur le lieu éventuel de copie. Donc déjà, à la base, on a des controverses. Et je pense que... Et sur la fonction du manuscrit aussi. Et pour donner un exemple, peut-être l'exemple le plus connu est celui du palimpseste de Sanaa. Alors le palimpseste, déjà c'est un objet complexe. Un palimpseste, c'est un texte qui a été écrit une première fois, donc en l'occurrence sur du parchemin. Le texte a été effacé et l'on a réécrit un second texte. On a réutilisé le parchemin pour écrire un nouveau texte. Donc on a une superposition de deux textes. Le texte qui a été effacé est somme toute proche de la Vulgate coranique actuelle, puisqu'on a été capable de l'identifier comme texte coranique, mais il présente des divergences au niveau textuel, divergences que l'on n'avait jamais identifiées au préalable dans d'autres manuscrits. Donc des divergences uniques. Alors ces divergences ne modifient pas le sens du texte. On va trouver des synonymes, on va trouver des mots qui seront déplacés dans le verset. Et on a aussi un ordre différent des sourates, qui suit quand même l'organisation, qui suit le même principe d'organisation que la Vulgate coranique. Ce manuscrit, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est finalement.
Pourquoi il a ces variantes? À quoi il correspond? Est-ce qu'on a finalement une autre version du Coran? Est-ce que ça serait les manuscrits attribués aux compagnons du prophète, dont se souvient la tradition islamique? Ou est-ce que finalement on a quelque chose qui serait davantage lié à la transmission du texte? Finalement, on ne transmettrait pas le texte à la lettre, mais plutôt selon le sens, où on se permettrait justement l'introduction de synonymes et une organisation différente des sourates. Donc, quelle que soit finalement l'interprétation que l'on a de la nature de ce manuscrit, le fait de contextualiser, le fait de dater, le fait de localiser, de savoir où ce manuscrit a été produit, dans quel contexte social également, par quelle personne il a été fabriqué, et dans quel contexte il a circulé, il a été effacé, réutilisé, et finalement il est parvenu jusqu'à nos jours. Tous ces éléments nous permettront d'éclairer la fonction du manuscrit. C'est passionnant. Et vous, Muriel Debié, est-ce que vous avez déjà eu à faire face à peut-être des divergences avec d'autres confrères historiens lorsque vous avez dû travailler sur un certain support? Alors, on a toujours des divergences et c'est aussi ce qui fait partie du métier de l'historien. C'est un métier d'abord critique. On essaie de critiquer les sources. Les divergences sont donc essentielles, c'est ce que vous nous dites? Alors, les divergences ne sont pas toujours sur des sujets essentiels, elles sont parfois sur, au contraire, des subtilités, mais c'est ce qui fait aussi l'importance du travail qui est réalisé. On a eu beaucoup de discussions, par exemple, pour savoir quelle était l'origine de l'écriture arabe. Est-ce que le modèle graphique de cette écriture, au moment où on fixe en quelque sorte le premier alphabet arabe, est-ce que cette écriture, son modèle graphique, c'est plutôt le syriaque, c'est-à-dire la langue utilisée par au moins 2 églises chrétiennes avant l'islam et auxquelles appartenaient un certain nombre de tribus arabes? Donc est-ce que c'est le syriaque ou bien est-ce que c'est plutôt le nabatéen qui était également utilisé en Arabie? Le nabatéen, c'est une écriture araméenne qui sert à noter une langue également araméenne, mais une langue dans laquelle on a aussi de l'arabe qui est entré. Donc il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la langue et ce qui est de l'ordre de l'écriture. Et donc pour l'écriture, il y a eu et il y a toujours des discussions pour savoir quel est le modèle graphique le plus vraisemblable. Aujourd'hui, par exemple, le consensus est quand même plus ou moins que c'est l'écriture nabatéenne qui a évolué et qui est devenue ce que l'on connaît aujourd'hui comme l'écriture arabe, donc datée, je le disais, de la fin du 5e siècle de notre ère. Donc ça, c'est une discussion et on tente aujourd'hui à dire que le syriaque a sans doute joué un rôle dans l'évolution graphique de l'écriture araméenne, nabatéenne, pour donner l'arabe. Donc on voit que c'est des choses qui sont à la fois essentielles sur l'origine de l'écriture et qui ne sont pas totalement claires aujourd'hui pour les historiens et dont on peut en tout cas débattre à partir des sources, c'est-à-dire à partir des inscriptions que l'on a retrouvées. Merci beaucoup, Muriel Debié. Je rappelle que vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Merci également à vous, Éléonore Sellard, chercheuse au Collège de France. C'était assez important pour nous d'avoir 2 historiennes pour nous parler de vos travaux. C'était essentiel. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur France 2.